Si vous êtes comme moi et que vous faites un métier où vous devez parler à une grande quantité de personnes, parfois en même temps, vous avez sûrement dû prendre, comme moi, des kilogrammes, des tonnes et des tonnes de généralités. On m'assomme à coups de pourquoi les femmes font toujours ci, pourquoi les hommes font toujours ça, pourquoi le chef est toujours énervé dans un restaurant, pourquoi personne n'est jamais aimable au travail ou à la comptabilité. Ce genre de généralités, il y en a plein et elles font naître des stéréotypes à tel point qu'elles structurent même l'entièreté de notre structure sociale. Et forcément, face à une telle averse, face à un arsenal de généralités, je me suis posé la question que personne ne se pose, les généralités, ça sert à quoi? Et pourquoi on en fait? La généralisation, c'est un processus inné. On ne fait pas des stéréotypes parce qu'on est profondément stupide, on le fait pour des raisons psychologiques, biologiques et surtout pratiques. Il faut comprendre que notre cerveau, c'est un centre de gestion de l'énergie. C'est-à-dire que pour toute action que tu vas faire, pour toute pensée que tu vas avoir, ton cerveau a toujours la tâche de modifier, d'améliorer ce comportement ou cette pensée de manière à ce qu'elle coûte le moins d'énergie possible. Cependant, l'économie d'énergie n'est pas le seul impératif qu'a notre cerveau, tu t'en doutes bien. Sinon, il suffirait de rester allongé sur un pré et attendre que la vie se fasse. En effet, le simple fait de respirer consomme de l'énergie, ce qui fait que la vie, par essence, d'elle-même, consomme de l'énergie. Et ce qui fait que notre cerveau doit créer des stratégies pour nous permettre d'acquérir de l'énergie et de bien l'utiliser. En gros, la vie consomme de l'énergie. Si tu veux vivre, il te faut plus d'énergie ou faire des trucs qui en demandent moins. L'idée, c'est que les stéréotypes et autres généralisations sont des processus peu coûteux à mettre en place et à maintenir. Ce qui fait que notre cerveau a une tendance naturelle à les favoriser. Parce que oui, notre monde est très complexe et est composé de 1000 éléments qui ont des milliards d'interactions possibles, potentielles entre elles, et toutes les analyser, toutes les calculer, voire même toutes les percevoir, serait infiniment coûteux en énergie. Notre cerveau a donc un choix à faire entre faire une approximation du réel et essayer de le percevoir fidèlement. Et donc on l'a vu, la généralisation est un de ces processus qui permet d'approximer le réel. Ne pas faire de généralisation, ça reviendrait à analyser toutes les causes et les conséquences, leurs interactions et leurs multiples possibilités. Ce qui, en plus d'être simplement impossible, serait trop énergivore. De plus, ce serait complètement inutile, car notre cerveau en a rien à foutre du réel, en a rien à foutre de ce qui est vrai. La seule chose qui l'intéresse, c'est notre survie et ce qui est utile à ce but. Comme le disait Eleanor Roosevelt, le but de la vie, c'est d'être vécu. Et pour rester vivant, on n'a besoin que d'une seule chose, une seule capacité, c'est savoir faire la différence entre ce qui nous permet de vivre, donc la nourriture, le sexe, l'eau, etc., et ce qui menace de nous tuer, donc prédateurs, poisons, etc. Et plus on arrive à faire cette distinction facilement et rapidement, plus nos chances de survie augmentent. Et ça, notre cerveau, il aime bien. Et le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir raison pour faire ça. On a juste besoin de reconnaître et d'éviter le plus de menaces possible. Pour l'homme, la vérité n'est utile que si elle permet d'augmenter mon espérance de vie. Autrement dit, pour nous, n'est vrai que ce qui est utile. Et c'est là que notre cerveau devient un peu vicelard, parce qu'il sait qu'on adore avoir raison. Plus on sera convaincu qu'une chose est vraie, plus on agira en adéquation pour respecter cette chose. Le truc, c'est qu'il est très facile de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est aussi pour ça qu'il est difficile pour des gens qui ont vécu et évolué dans un contexte différent de se comprendre. Parce que les croyances qu'il a développées pour survivre et évoluer dans son contexte de base ne seront pas les mêmes que les tiennes qui t'ont permis de te développer et d'évoluer dans ton contexte de base. Mais vu que pour vous deux, ces croyances, bien que différentes, vous ont été utiles, vous êtes convaincus qu'elles sont toutes les deux vraies, impliquant par là même que si toi tu as raison, l'autre a forcément tort, alors qu'en vrai, vous avez tous les deux raison. Prenons l'exemple de la mentalité d'abondance et de la mentalité de rareté. La mentalité d'abondance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu es convaincu, quand tu as la croyance que les ressources sont illimitées et que donc il n'y a pas de contre-coup à partager, à faire don de ce que tu as, car de toute façon, tu sais, tu sens
que tu vas les récupérer d'une façon et d'une autre, car tu ne joues pas à un jeu à somme nulle et que tout est dans la nature et que tout le monde peut tout avoir. À l'inverse, la mentalité de rareté, c'est la mentalité où tu penses que tu dois te battre pour avoir tes ressources, car tes ressources sont limitées et que si quelqu'un les prend à ta place, toi, tu n'y auras plus droit. Et inversement, c'est extensif à toute ta famille. Donc maintenant, prenons l'exemple de deux individus, Kang et Bang, et plaçons-les dans des contextes très différents. Kang a vécu dans une famille aisée. Il n'a jamais eu de grandes difficultés financières, il n'a jamais connu la faim et globalement, il a toujours eu ce qu'il voulait dans la vie, il a toujours obtenu de ses parents. Bang, lui, à contrario, ne savait pas ce qu'il allait manger le lendemain. Il vivait au jour le jour et devait souvent se battre pour obtenir ce qu'il voulait, que ce soit de la nourriture, des jouets ou autre. Il a donc vécu dans une extrême pauvreté. À votre avis, lequel aura la mentalité d'abondance et lequel aura la mentalité de rareté? Ouais, moi non plus, je ne sais pas. Débrouillez-vous avec ça. Évidemment, c'est Kang qui aura la mentalité d'abondance et c'est Bang qui aura la mentalité de rareté. Et évidemment, si tu les mets dans la même pièce, l'un dira à l'autre que c'est qu'un petit privilégié qui ne comprend rien à sa souffrance, et l'autre lui dira qu'il est responsable de ses propres malheurs car il n'a pas les bonnes croyances pour voir, en fait, pour se développer et pour attirer le bonheur sur lui. Cet exemple lève un paradoxe, à savoir, est-ce que les riches sont riches parce qu'ils ont une mentalité d'abondance ou est-ce qu'ils ont une mentalité d'abondance parce qu'ils sont riches? La réponse est sûrement un peu des deux, mais je traiterai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. L'idée ici, l'important, c'est que nos deux individus, Kang et Bang, ont développé des croyances qui se sont adaptées à leur contexte et qui leur ont servi à évoluer et à survivre dans leur contexte. Donc la pauvreté pour l'un et la richesse pour l'autre. Et que si on inversait ces deux personnes, il serait très probable que les deux meurent ou en tout cas aient des grandes difficultés dans le contexte de l'autre. Et c'est ça le truc avec les généralités, c'est qu'une généralité n'a rien à voir avec la notion de vérité. Une généralité, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, peut-être qu'elle est plus vraie qu'elle n'est fausse, peut-être qu'elle est moins fausse qu'elle n'est vraie. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça soit utile. Quand une personne arrive devant toi et te dit tous les hommes font X, toutes les femmes sont Y, tous les gens de gauche détestent le Z, alors que le Z est adoré par les gens de droite, ils te font des généralités qui leur ont été utiles socialement, psychologiquement et simplement ont été plus pratiques dans leur vie. Pourquoi ça marche même si c'est potentiellement faux? C'est parce que c'est simple. C'est simple, quand on te dit tous les hommes sont X, c'est pratique, ça rentre, tu vois, c'est design, ça donne envie, et ça, ton cerveau, il aime bien, parce que ça consomme pas énormément de glucose à être compris, enregistré, stocké, et même que si ça se trouve, ça fait écho à quelques expériences de ton passé. Ouais, on fait des rimes, ouais. Ok, les généralisations sont utiles, check. Elles sont économes en énergie, check. Elles n'ont rien à voir avec la vérité, donc on s'en fout, check. Ouais, bon bah pour moi on a fait le tour, hein. Rentrons dans le cœur du sujet. Une généralité, à quoi ça sert? À quoi servent les généralités? Elles servent simplement à rendre le monde plus compréhensible pour nous. On l'a dit, il se passe des milliards de trucs dans le monde, il se passe des millions de trucs dans la tête d'un individu et c'est impossible de tout comprendre. Donc, on fait des généralités. Parce que les généralités, faute de nous donner raison intellectuellement, elles nous permettent de nous comporter comme si on avait raison et du coup d'avoir le même comportement que les gens qui ont raison, même si on a tort. Et là, je ne parle pas simplement d'attitude, je parle aussi de résultats. Partons du principe qu'il existe un lion sur 1000 qui est herbivore. Tu vois, un lion sur 1000. Qu'on est encore dans la savane et que tu croises un lion, comme ça, au détour d'un arbre pendant que tu es en train de manger tes fourmis et tes termites. Peu gluant, mais appétissant. Si tu pars du principe que chaque lion a une exception, que peut-être que je suis tombé sur le lion qui est herbivore, peut-être que tu aurais raison. Mais ce qui est sûr, c'est que 99% des gens qui auront essayé d'aller check ce lion parce qu'ils pensaient qu'il était herbivore seront morts. Dead, enterré, servirait de casse-croûte. Que si tu fais le sens inverse, que si tu généralises et que tu dis
Écoute, tous les lions sont carnivores. À chaque fois que tu verras un lion, tu vas pas tailler le bout de gras avec, tu vas te casser de là. Et ce qui fait que tu vas survivre et que vu que tu as survécu, tu avais raison. Parce que l'autre, il est mort, donc il a tort. Toi, tu as survécu, donc tu as raison. Et même si le lion était herbivore, on s'en fout. L'idée, c'est que tu es survécu. Donc, vaut mieux rater le lion herbivore sur 10, sur 10 ou sur 1000, que de prendre le risque de simplement mourir. Et c'est à ça que servent les généralités. En fait, ça t'évite des erreurs fatale. Et donc, pour assurer la vie de ta descendance, ce stéréotype que tu viens de créer, cette généralisation que tu viens de faire, tu vas t'assurer que tes enfants, que tes cousins, que tes frères, que tes sœurs aient la même, parce que ceux qui ne l'avaient pas sont morts. Et donc, on en vient donc sur le côté transmissible des stéréotypes et des généralisations. Parce que oui, la raison principale qui fait que l'on a des stéréotypes qui datent de 40-50 ans sur certaines ethnies ou sur certains sexes ou sur que sais-je, c'est parce que les stéréotypes, c'est un peu comme un virus, ça se transmet très facilement, encore une fois, parce que c'est simple, c'est compact à comprendre et c'est relativement utile. Donc en fait, d'un point de vue purement biologique, si tu as un truc simple et utile qui est présenté à toi, tu n'as aucune raison de ne pas l'accepter. Et il y a aussi un aspect social au stéréotype. Si moi je crois à un stéréotype A, je me sentirai automatiquement plus proche du mec là-bas qui a le stéréotype A lui aussi, et du coup on pense la même chose, que du mec du stéréotype B qui pense différemment de moi. Donc c'est un outil de cohésion. D'un point de vue sociologique, plus un groupe a les mêmes croyances et les mêmes comportements, plus il est soudé et plus il va venir rejeter les nouvelles croyances et surtout les gens qui incarnent cette croyance qui est différente. Donc avec ça et l'effet de conformisme, on comprend tout de suite pourquoi les stéréotypes nous collent tant à la peau. Conformisme? Ouais, tu sais là, le truc avec les singes, la banane, l'échelle. On dirait quand même le début d'une mauvaise blague, ce que tu me racontes là. Mais non, t'inquiète, je vais t'expliquer ça vite, t'inquiète. Donc en gros, pour prouver le conformisme, on a fait une expérience, on ne sait pas si elle est réelle ou pas, donc j'appellerais ça une expérience de pensée, où on a mis 5 singes dans une salle avec au milieu de la salle une échelle et sur l'échelle une banane. Évidemment, les singes vont essayer de choper la banane, sauf qu'à chaque fois qu'ils essayent, ils se font arroser d'eau froide, ce qui est globalement désagréable. Les singes, au bout d'un moment, vont répéter l'action jusqu'à comprendre que faut pas monter sur l'échelle, il faut pas essayer de choper la banane, sinon on va tous se faire arroser et on risque de tomber malade, etc. Donc une fois que tout le groupe a compris ça, on va venir changer les singes, on va dire qu'il était rouge, et on va mettre un singe bleu à la place, qui donc lui n'est au courant de rien et va donc naturellement aller choper la banane. Sauf que ce faisant, les singes rouges, qui savent qu'ils vont se faire arroser, chopent le singe bleu et le tabassent, et lui apprennent la leçon à la dure, pour être sûr qu'il touchera jamais à cette putain de banane. Donc, et on répète l'opération, on remplace un rouge par un bleu, et à chaque fois, le nouvel entrant essaie de choper la banane et se fait tabasser. Jusqu'à qu'au final, il n'y ait plus que des singes bleus et que aucun ne sache réellement pourquoi on tabasse et pourquoi on n'a pas le droit de choper la banane. Simplement parce qu'on leur a appris ça, on les a programmés, ils ont intériorisé ce fait-là, même s'ils ne savent pas le fait de base. C'est ça le conformisme, c'est le fait de se plier aux diktats, aux règles du groupe, même s'il n'est pas forcément fondé ou même si on n'a aucune idée de pourquoi on l'a fait. Parce qu'on part du principe que il y avait bien une bonne raison. Ce qui fait que même si dans cette expérience-là, on a désactivé l'arrosage automatique, on va dire ça comme ça, et que quelqu'un essaierait et qu'il ne serait plus arrosé, on continuerait quand même à le baffer pour empêcher qu'il le fasse. Et c'est donc pour ça que on reste avec des stéréotypes et des généralisations. Maintenant, tu remplaces les singes rouges par des individus qui se sont fait briser le cœur plusieurs fois par le sexe opposé et qui vont donc venir te dire à qui veut l'entendre que le sexe opposé est l'ennemi. Est-ce que ça donnerait pas une foule de gens en souffrance qui crient leur souffrance et des gourous qui exploitent cette souffrance pour en faire de l'argent? Je sais pas. Je vous laisse faire votre propre avis, je voudrais pas faire de généralité.
Pour conclure, je dirais que le danger de la généralité, c'est qu'elle induit des comportements qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous pensez. Vous pouvez penser une généralité, savoir qu'il y a des exceptions, mais toujours vous comporter comme si, en fait, cette généralité n'était pas une généralité, mais une sorte d'idée totalitaire. Au lieu de vous dire quelques hommes ou quelques femmes sont comme ça, vous agissez comme si tous les hommes sont comme ça, et du coup, vous avez les mêmes actions et les mêmes effets sur le monde que la personne qui est ultra sexiste, ultra misogyne, et qui pense réellement que toutes les femmes sont comme ça, sans nuance. Donc, je vous invite à questionner de temps en temps vos croyances, voir si elles sont en accord avec vos comportements ou vice-versa. Et je vous dis à bientôt sur le Lotus Blanc.